À 7h14, le réveillon de Noël, ma sœur a frappé ma fille de 6 mois. Pas une gifle spectaculaire, un claquement plat, presque feutré, sur une joue de bébé. Mais ça a fendu quelque chose dans notre famille qui était scellée depuis 30 ans. Élodie filmait. Elle filmait toujours, son téléphone calé contre la saucière, un anneau lumineux fixé au dossier de sa chaise, comme si elle s'était préparée pour un tournage, pas un dîner de famille. Et quand Lucie a crié, ce cri aigu, affolé, que seul un nourrisson blessé peut produire, la première réaction de ma sœur n'a pas été l'horreur, même pas la surprise, l'agacement. Elle a vérifié le cadrage sur son écran et elle a lâché « Quelqu'un peut la faire taire, je suis en live ». Je me tenais là, ma fille plaquée contre ma poitrine, à sentir ses larmes traverser mon chemisier. Et j'ai regardé autour de la table. Ma mère fixait son assiette, mon père n'a pas bougé. La pièce entière est restée muette. Ce qui s'est passé dans les 48 heures suivantes a coûté à ma sœur sa carrière, à mes parents leur fierté, et à moi, la famille que j'avais passé toute ma vie à maintenir debout. Mais ça m'a aussi donné quelque chose que je ne savais pas qu'il me manquait, la vérité sur ce qu'ils étaient vraiment. Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans, infirmière aux urgences pédiatriques, mariée à un capitaine de l'armée de terre. Si quelqu'un dans votre famille vous a déjà fait passer pour folle parce que vous protégez votre enfant, dites-le en commentaire. Grandir dans ma famille, c'était grandir dans l'orbite d'Élodie, 5 ans de plus que moi, plus brillante dans chaque pièce, et depuis aussi loin que je me souvienne, l'axe autour duquel tout tournait. Pas parce qu'elle était généreuse, pas parce qu'elle le méritait, parce qu'elle l'exigeait, et que mes parents avaient trouvé plus simple de céder que de corriger. Ma mère, Monique, avait vendu des assurances toute sa vie jusqu'à ce que la carrière d'influenceuse d'Élodie décolle et soudain la retraite à 57 ans était devenue envisageable. Mon père, Bernard, avait dirigé une usine textile pendant 30 ans et passé ses soirées dans l'atelier de menuiserie derrière la maison, à poncer des chaises et à éviter les conversations. C'était son monde à lui. Un monde silencieux, avec de la sueur sur les mains et pas de questions auxquelles répondre. Élodie, elle, avait construit autre chose. Un empire Instagram. 2 300 000 abonnés, des partenariats avec des marques de cuisine et des lignes de vêtements de sport chic, un feed soigneusement composé de brunch en famille et de citations motivantes. Sa bio affichait « Grande sœur, meilleure vie, bénie ». Chaque fois que je tombais dessus, quelque chose en moi se crispait. Je ne l'ai jamais dit à voix haute. Moi, j'étais l'autre fille. Celle qui avait fait l'école d'infirmière en servant des tables le soir, épousé un militaire et enchaîné les nuits aux urgences pédiatriques. Mes parents sont venus à une de mes remises de diplôme, celle du lycée. Ils n'ont raté aucun des jalons qu'Élodie orchestrait pour alimenter son contenu. Je n'en voulais pas vraiment. J'avais fini par accepter ça, comme on accepte la météo. Élodie était le soleil, moi, j'étais le ciel derrière. Ce que je n'acceptais pas, ce que je refusais catégoriquement, c'est que Lucie grandisse dans le même schéma. Lucie connaîtrait sa valeur sans avoir à la mettre en scène. C'était pour ça que j'avais organisé Noël chez nous. Premier réveillon dans notre maison, première fois que la famille se réunirait autour de notre table, à nos conditions. Élodie était divorcée depuis 8 mois à ce moment-là. Son contenu avait viré aux publications sur le chemin de la guérison et la reconstruction de soi, qui performait très bien auprès de son audience. Elle avait besoin d'images de famille plus que jamais. J'aurais dû y penser avant. J'ai passé 3 jours à préparer cette maison. Mathieu a accroché les chaussettes de Noël, j'ai fait un rôti de dinde et 2 tartes. On a sorti la belle vaisselle que sa mère nous avait offerte pour le mariage, blanche avec un liseré doré. Lucie avait une combinaison en velours rouge. Elle ressemblait à un petit ornement de sapin. J'ai appelé Élodie la semaine d'avant. Direct, sans détour. Pas de filmage pendant le dîner, pas de téléphone à table. C'est le premier Noël de Lucie, pas du contenu. La voix d'Élodie était légère, presque amusée. Bien sûr, comme tu veux. Je ne suis pas un monstre, Camille. Ce soir-là, j'ai répété ça à Mathieu. Il astiquait ses rangers militaires à la table de la cuisine, une habitude de déploiement dont il n'était jamais vraiment revenu. Il a levé les yeux et dit que si elle sortait son téléphone, il s'en occuperait. Je l'ai cru. J'aurais peut-être du moins compté là-dessus. Mes parents sont arrivés à 16h. Monique a pris Lucie dans les bras et s'est mise à gazouiller. Bernard s'est installé dans le fauteuil et a allumé l'avant-match. Pendant environ 1 heure, tout a semblé normal. C'était exactement ce que j'avais voulu. Puis Élodie a tourné dans l'allée avec 40 minutes de retard, un pull en cachemire crème sur les épaules et des talons qui claquaient sur nos marches comme un compte à rebours. Elle a d'abord serré ma mère dans ses bras
complimenté la table ensuite, regardé Lucie en dernier. Elle a dit qu'elle avait grandi, sur ce ton qu'on prend pour commenter un meuble. Elle a posé son grand sac en cuir sur le comptoir. Et là je l'ai vu. L'anneau lumineux, cylindrique, impossible à rater, coincé entre une trousse de maquillage et une batterie portable. Mon estomac s'est noué. Mais je n'ai rien dit. Elle avait accepté les règles. Les gens tiennent parole. C'est ce que je croyais à ce moment-là. Mathieu a croisé mon regard depuis l'autre côté de la pièce. Il avait vu aussi. Il m'a fait un petit signe de tête. On était prêts. On pensait l'être. Le dîner s'est bien passé pendant 40 minutes. Rôti de dinde, gratin de finois, baguette. Monique racontait une histoire de repas paroissial. Bernard mangeait en silence. Élodie posait des questions à Mathieu sur le déploiement, à moitié distraite, les yeux qui dérivaient vers son téléphone posé sur ses genoux. Je suis allée allaiter Lucie dans la chambre et quand je suis revenue, les assiettes avaient disparu, mais pas l'attention. Élodie avait sorti son téléphone, appuyé contre la saucière. L'anneau lumineux était accroché au dossier de sa chaise et projetait une lumière dorée sur son visage. Elle était en direct. Je voyais les commentaires défiler. J'ai dit son prénom et ajouté que je lui avais demandé de ne pas filmer. Elle n'a pas levé les yeux. Elle a répondu de me détendre, que c'était juste une ambiance de fête, que ses abonnés adoraient les moments en famille. Lucie a commencé à s'agiter dans mes bras, un son normal. Les bébés s'agitent. Ils gigotent et font du bruit parce qu'ils ont 6 mois et que le monde est trop grand pour eux. L'agitation a viré aux pleurs. Pas des cris, juste ces petits sanglots rythmés qui signifient qu'elle avait besoin d'être bercée ou nourrie à nouveau. La mâchoire d'Élodie s'est crispée. Elle a regardé l'écran, puis Lucie, puis l'écran encore. « Quelqu'un peut la faire taire ?» Elle a soufflé. « Je suis en direct !» J'ai ouvert la bouche. Pas le temps de répondre. Élodie a tendu le bras par-dessus la table et a giflé Lucie sur la joue. Pas une tape, pas un effleurement. Une gifle à pleine pomme, sèche, qui a laissé une trace rouge sur une peau qui n'avait jamais reçu ça. Lucie a hurlé. Ce genre de cri qui vous écrase la poitrine de l'intérieur. Je l'ai serré contre moi en reculant, une main autour de sa tête. La table s'est figée. Ma mère a fixé son assiette. La fourchette de mon père s'est arrêtée à mi-chemin. Personne n'a bougé. Personne n'a dit un mot. Mathieu a posé sa serviette. Il ne l'a pas jetée. Il l'a pliée une fois, soigneusement, comme on range un rapport de service, et il l'a déposée à côté de son assiette. Puis il s'est levé. 1,90 m. 12 ans d'armée de terre, et chaque année visible dans sa façon de traverser la pièce. Il n'a pas élevé la voix, il n'a pas serré les poings. Il s'est approché d'Élodie, toujours son téléphone à la main, et il l'a regardée de haut, avec l'expression que je lui avais vue une seule fois, face à un soldat qui avait mis son escouade en danger par négligence. Calme. Total. Pars. Maintenant. Élodie a cligné des yeux. Elle a cherché une alliance autour de la table comme elle cherche des likes. C'était à peine une tape, elle a dit, la voix montée d'un cran. Elle exagère. Vous exagérez tous. Ma mère s'est redressée sur sa chaise. Camille, chérie, elle n'a pas fait exprès. Tu sais comment Élodie est quand elle est stressée. Tu en fais trop. Je me tenais au bord de la pièce, Lucie contre mon épaule, ses cris devenus hoquets. J'attendais que mon père dise quelque chose. Bernard avait les mains à plat sur la table. Il n'a rien dit. Son silence remplissait la pièce comme de la fumée. « Pars !» a répété Mathieu. « Je ne le dirai pas 2 fois. » Il a marché jusqu'à la porte d'entrée et l'a ouverte. L'air froid de décembre est entré d'un coup. Élodie s'est levée lentement. Elle a pris son téléphone. Elle a attrapé l'anneau lumineux. Elle a enfilé son manteau. Elle est sortie sans un mot. Pas d'excuse pour moi. Pas pour Lucie. Pas pour personne. La porte s'est refermée derrière elle. J'ai regardé ma mère, elle rajustait sa serviette. Mon père fixait le centre de table. Le premier réveillon de Noël de ma fille était terminé. Le silence qui a suivi était pire que la gifle. La gifle, au moins, c'était honnête. Cruel, mais honnête. Ce qui est venu après, c'était du théâtre. Ma mère s'est levée et a commencé à débarrasser les assiettes, comme si ranger la table pouvait ranger ce qui venait de se passer. Monique empilait la vaisselle avec une efficacité forcée, en disant qu'elle espérait que j'étais satisfaite. Que c'était Noël, qu'Élodie traversait son divorce. Qu'elle était fragile, je l'ai regardée. Élodie a frappé Lucie.
Elle a dit que c'était une tape, que les bébés sont résistants, que j'étais infirmière, je devais le savoir. Ça m'a fait l'effet d'une deuxième gifle. Mon père a repoussé sa chaise. Il a attrapé sa veste sur le porte-manteau. J'ai dit son prénom. Bernard. Elle a frappé mon bébé. Ta petite fille. Il s'est arrêté, un bras dans la manche. Il a dit que c'était ma mère qui gérait ces choses. Lui, il ne s'en mêlait pas. Et ils sont partis. Ils ont repris la Peugeot 508, 45 minutes sur la 10, comme s'ils revenaient d'un dîner légèrement gênant. Mathieu a fermé la porte à clé. Il a vérifié chaque fenêtre, ce réflexe d'ancien militaire. Puis il s'est assis à côté de moi, sur le carrelage de la cuisine, dos contre les placards. Lucie s'était endormie sur ma poitrine. Sa respiration s'était enfin apaisée. La table était encore dressée, le rôti de dinde refroidissait, les bougies n'étaient plus que des moignons. Sur la grenouillère rouge, une petite tache mouillée, là où mes larmes étaient tombées sur l'épaule de Lucie. Mathieu a demandé si j'allais bien. J'ai dit non. Mais Lucie, oui, c'est ce qui compte. Il a passé son bras autour de moi, on est resté là longtemps. Le réveillon que j'avais imaginé, celui où ma famille se retrouvait enfin à notre table et voyait ce que j'avais construit, c'était fini. Autre chose avait commencé. 3 jours après Noël, ma mère a appelé. Je remplissais mes dossiers au poste de soins, à la fin d'un service de 12 heures. Je tournais sur du sommeil fragmenté depuis l'incident, parce que Lucie s'agitait chaque nuit. La pédiatre avait dit qu'elle allait bien physiquement, pas d'échymose, pas de gonflement. Mais elle sursautait plus facilement. Elle tressaillait quand une porte claquait trop vite. Tu dois t'excuser auprès d'Élodie. Pas de bonjour, pas de préambule. Ma mère directement dans le vif. Je me suis arrêtée. Tu l'as mise mal à l'aise, Camille, devant sa propre famille, le soir de Noël. Elle pleure depuis 3 jours. Elle a frappé ma fille. C'était une petite tape. Les bébés pleurent. Élodie était dépassée. Tu sais comment elle est. Je me suis adossée au mur de la salle de pause et j'ai fermé les yeux. Cette phrase, je l'avais entendue toute ma vie. Tu sais comment elle est. Ça couvrait tout ce qu'Élodie avait jamais fait. Les crises à 13 ans, les disputes à 20 ans, les portes claquées si fort que les chambranles l'avaient craqué. C'était la devise de la famille, le solvant universel qui dissolvait chaque cruauté en quelque chose de gérable. Le lendemain matin, un SMS d'un numéro inconnu. Bonjour Camille, je suis Isabelle Moreau, l'attachée de presse d'Élodie. Elle est dévastée par ce qui s'est passé. Ce genre de malentendu familial, s'il devenait public, pourrait sérieusement nuire à son image de marque et à ses partenariats. Pouvons-nous organiser un appel pour régler ça discrètement ? Son image de marque, ses partenariats. Pas Lucie, pas la marque rouge sur la joue d'un bébé. Son image de marque. Je n'ai pas répondu, j'ai appelé quelqu'un d'autre. Ma tante Martine, la sœur cadette de mon père, 58 ans, vivait seule à Lyon depuis le décès de son mari. Elle avait toujours été la seule honnête de la famille, celle qui disait ce que tout le monde pensait tout bas. « Camille », elle a dit en décrochant, je me demandais quand tu allais appeler. « Ma chérie, c'est pas la première fois. » Martine m'a raconté l'histoire comme on rapporte un accident de voiture. Clinique, précise, encore ébranlée en dessous. Le dîner de famille d'automne 2019. Toute la famille réunie chez mes parents. Mon cousin Sébastien et sa femme Sandrine avaient amené leur fils Théo, 4 ans. Élodie était en train de filmer un segment sur la gratitude familiale pour sa chaîne. Théo a traversé le cadre en courant. Il riait aux éclats. Il poursuivait le chien. Élodie l'a attrapé par le bras et a serré jusqu'à ce qu'il crie. Quand Sandrine l'a récupéré, il y avait des marques en forme de doigts au-dessus de son coude. Sandrine voulait appeler la police. Mes parents sont intervenus. Il y a eu une conversation derrière des portes closes, ma mère, mon père, Élodie et Sandrine. Quand c'est sorti, Sébastien et Sandrine sont partis avec 5 000 € et une compréhension mutuelle. Monique a dit à Sandrine que c'était un incident isolé. Martine m'a expliqué qu'Élodie était sous pression à cause d'un partenariat commercial, que rendre ça public ferait du mal à toute la famille. L'argent présenté comme un coup de pouce dans un moment difficile. C'était de l'argent pour acheter leur silence, j'ai dit. Ta mère appellerait ça une affaire de famille réglée en privé, a répondu Martine. J'ai cherché dans ma mémoire. Le dîner de famille d'automne 2019. J'étais en déplacement avec Mathieu. Lui au camp de Val-d'Aon, moi avec un contrat d'infirmière en Provence. J'avais raté tout ça.
Quand j'avais demandé à ma mère pourquoi Sébastien et Sandrine ne venaient plus aux réunions de famille, elle avait dit qu'ils avaient déménagé. Voilà le mensonge. Lisse, délivré avec le même ton détaché qu'elle utilise pour dire « passe-moi le sel ». « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» j'ai demandé à Martine. Elle a été silencieuse un moment. Ta mère m'a supplié de ne rien dire. Elle répétait que ça ruinerait la carrière d'Élodie si ça sortait. J'aurais dû te le dire quand même. Je le regrette chaque jour depuis. Sa carrière, j'ai dit, c'est ça qu'ils protégeaient. C'est ça qu'ils ont toujours protégé. Ce soir-là, une fois Lucie endormie, je me suis assise au bord du lit, le téléphone sur les genoux, et j'ai fait une liste. Comme je le fais au travail quand je trie les urgences. Critique. Urgent peut attendre. Critique. Élodie avait frappé au moins 2 enfants que je connaissais. Un comportement répété sur 6 ans. Mes parents avaient étouffé les 2 incidents. Urgent. Si je ne faisais rien, il y en aurait un 3e. Peut-être encore Lucie. J'ai repensé à ça. Un autre enfant, lors d'une fête d'anniversaire, un dîner en famille, ou peut-être une séance photo où il fallait un gamin sage dans le cadre. Mes sentiments à moi, eux, pouvaient attendre. Le lendemain matin, j'ai appelé Sandrine. Elle a décroché à la première sonnerie, comme si elle avait tenu ce téléphone dans la main pendant 5 ans. Je n'étais pas sûre que quelqu'un de cette famille appellerait un jour pour ça, elle a dit. Sa voix était prudente, mais en dessous, il y avait quelque chose de vif, de blessé. Elle a confirmé tout ce que Martine m'avait raconté et elle a ajouté un détail qui m'a glacé les mains. Élodie n'avait pas juste attrapé le bras de Théo. Elle avait d'abord empoigné ses cheveux, tiré sa tête en arrière et lui avait sifflé de se tenir tranquille. Quand Théo avait pleuré plus fort, elle avait serré le bras. Il a fait des cauchemars pendant 8 mois, Sandrine a dit. Il a 9 ans maintenant et il s'approche encore de personne qui élève la voix. Pourquoi vous n'avez pas parlé publiquement ? Ta mère a dit que si on le faisait, il dirait qu'on avait tout inventé pour l'argent, que personne ne nous croirait face à une femme avec 2 millions d'abonnés. Le calcul était froid et précis. La famille avait utilisé la notoriété d'Élodie comme un bouclier. J'ai remercié Sandrine. Elle a répondu « Quoi que tu fasses, fais-le pour tous les enfants qu'elle n'a pas encore touchés ». J'ai raccroché et j'ai appelé Mathieu. Il fallait que j'aille chez grand-mère Madeleine. Le trajet jusqu'à Chartres a pris 2 heures sur des routes que je connaissais par cœur. La maison de Madeleine était au bout d'une allée de gravier, juste après la départementale, une longue bâtisse blanche avec une véranda et un potager retourné à l'état sauvage. Elle était partie 2 ans plus tôt, un cancer l'avait emportée à 82 ans, et la maison attendait toujours d'être mise en vente, parce que personne dans la famille ne s'accordait sur rien. J'avais un double des clés. Je suis entrée et je me suis arrêtée dans le couloir, à respirer ce qui restait d'elle. Une odeur de lavande et de vieux bois. Madeleine était la seule personne de notre famille qui disait exactement ce qu'elle pensait, sans hausser la voix, sans se battre pour avoir raison. Elle disait les choses comme elles étaient, avec cette tranquillité de quelqu'un qui a assez vécu pour ne plus en avoir peur. Elle me manquait comme manque une boussole quand on est perdu. Vraiment perdu, pas juste égaré. Sa chambre n'avait pas bougé. Les couvertures pliées en carré au pied du lit, les lunettes de lecture posées sur la table de nuit, à côté d'une Bible aux pages gondolées par l'humidité. J'ai ouvert l'armoire. Des cartons, des albums photos, des cartes de vœux, un service en porcelaine emballé dans du papier journal. Et sur l'étagère du haut, au-dessus de la tringle, un carton Kraft marqué « Personnel » en lettres soignées et penchées que j'aurais reconnu entre 1000. Je l'ai apporté à la table de la cuisine. À l'intérieur, des lettres de vieilles amies, quelques recettes griffonnées, une photo de mon grand-père en uniforme de l'armée de terre. Et une enveloppe fermée. Mon prénom dessus, en encre bleue. Pour Camille, quand le moment sera venu. Je suis restée immobile un long moment. Elle avait su. Elle avait su que quelque chose arriverait, et elle avait écrit cette lettre pour l'exact instant où j'en aurais besoin. J'ai tenu l'enveloppe à 2 mains. Le papier était légèrement jauni. Elle l'avait écrite au moins 2 ans avant sa mort, peut-être plus. Je l'ai glissée dans la poche intérieure de mon manteau. Je ne pouvais pas la lire là, seule, dans cette cuisine vide. J'avais besoin de Mathieu à côté de moi, de Lucie quelque part dans la maison. J'avais besoin d'un sol solide sous les pieds. Pendant que j'étais à Chartres, Élodie, elle, n'avait pas chômé. Mathieu m'attendait devant la porte en rentrant, téléphone à la main. Ce visage qu'il faisait quand il allait m'annoncer quelque chose de mauvais. Il a dit qu'il fallait que je voie ça. Élodie avait posté une vidéo sur Instagram. 47 secondes. Lumière parfaite, larmes parfaites,
voix qui tremblait exactement là où il fallait. Elle racontait que sa propre sœur lui avait interdit de fêter Noël en famille parce qu'elle avait mal tenu son bébé, que son mari, son beau-frère, le grand militaire, l'avait physiquement menacée devant leurs parents, qu'elle pleurait depuis des jours, qu'elle voulait juste passer les fêtes avec sa famille. 1 800 000 vues en 48 heures. Les commentaires formaient un mur de compassion. Courage, Élodie. Certaines personnes utilisent leurs enfants comme des armes. Ça ressemble à de la jalousie, énergie classique de petite sœur. Les maris militaires croient intimider tout le monde. J'ai fait défiler encore. Des inconnus qui ne savaient rien de Lucie, rien de la marque rouge sur sa joue, rien du son qu'un bébé fait quand quelqu'un qui devait la protéger lui a fait du mal. Et ils avaient déjà tranché. Le lendemain matin, j'avais 63 messages d'adresses que je ne connaissais pas. Tu devrais avoir honte. Élodie est une sainte et tu cherches à la détruire. J'espère que les services sociaux vont vérifier chez toi. Le pire contenait notre adresse. Isabelle Moreau, l'attachée de presse d'Élodie, m'avait envoyé un email avec en objet la voie à suivre. Le corps du message disait que cette situation pouvait se résoudre avec une courte déclaration publique reconnaissant le malentendu, qu'Élodie était prête à tourner la page si je l'étais aussi, qu'une simple publication ferait disparaître tout ça. J'ai fermé l'email. Je n'ai pas répondu. Mathieu regardait par-dessus mon épaule et il m'a dit de ne pas jouer à leur jeu sur leur terrain. Il avait raison. Ma mère a débarqué un mardi matin sans prévenir. Elle se tenait sur le pas de la porte, dans son beau manteau, son sac serré entre les deux mains, cette façon qu'elle a quand elle s'apprête à réciter un discours répété en voiture. « C'est allé trop loin », a dit Monique, avant même que j'aie fini d'ouvrir la porte. « Élodie perd des partenaires. 2 marques se sont retirées hier. Tu dois arranger ça, Camille. » Je l'ai laissée entrer parce que Lucie dormait et que je ne voulais pas que les voix sur le porche la réveillent. On s'est retrouvés dans la cuisine. Je n'ai pas proposé de café. Elle a frappé Lucie, maman. Elle avait une mauvaise journée, tu sais comment elle est. Voilà, la formule habituelle. J'ai parlé à Sandrine, j'ai dit. Le visage de ma mère a changé. Le calme répété s'est fissuré sur les bords, comme le plâtre avant qu'un mur cède. Elle a posé son sac sur le comptoir, lentement. C'était différent, a-t-elle dit. C'était réglé. Réglé ? Tu veux dire que vous avez payé 5 000 € pour acheter leur silence ? On les a aidés. Ils traversaient des difficultés financières. C'était un geste. C'était un pot de vin pour protéger la marque d'Élodie. Ma mère m'a regardée avec quelque chose entre la colère et la peur. On peut t'aider aussi. J'ai regardé ma mère. Elle a dit exactement ce que je savais qu'elle allait dire. Il faut que tu arrêtes, Camille. Tu vas détruire tout ce qu'elle a construit. J'ai posé la seule question qui comptait vraiment. Combien de fois, maman ? Combien de fois Élodie a-t-elle blessé l'enfant de quelqu'un ? Monique a repris son sac. Elle a marché vers la porte. Elle est restée immobile, la main sur la poignée. Une seconde, j'ai cru qu'elle allait répondre. Qu'elle allait me dire ce que j'étais sur le point de découvrir toute seule. Mais non. Elle a dit seulement que je ne comprenais pas ce que je faisais. Et elle a tiré la porte derrière elle. Ce soir-là, Lucie a dormi d'une traite pour la première fois depuis Noël. Mathieu était sur le canapé avec un manuel de terrain et un surligneur jaune. C'est comme ça qu'il se détendait. Moi, j'étais assise à la table de cuisine avec l'enveloppe de Madeleine devant moi. Je l'ai glissée sous mon pouce. 2 pages dépliées. Une écriture serrée, précise, légèrement inclinée vers la gauche. « Chère Camille, si tu lis ceci, c'est que quelque chose s'est passé. » J'espérais que non. J'ai prié pour ça. Mais espérer et prier ne change pas ce qui est vrai. Madeleine écrivait comme elle parlait, sans détour, sans excès, sans cruauté. Elle décrivait Élodie à 8 ans, frappant une camarade de classe qui avait remporté un concours de dessin qu'Élodie avait perdu. Elle la décrivait à 15 ans, tordant les doigts d'une petite cousine dans le dos lors d'un repas de famille, parce que la cousine avait renversé du jus de fruits sur ses chaussures neuves. À chaque fois, Monique et Bernard avaient arrangé. Changé d'école, présenté des excuses, sorti le carnet de chèques, lissé les bords. Vos parents ont choisi de ne pas regarder, parce que regarder, c'était admettre qu'ils avaient échoué. Moi, j'ai regardé, j'ai tout gardé. Elle m'indiquait le coffre en cèdre dans le grenier, un dossier, des bulletins scolaires, des reçus médicaux, une lettre de la famille marchande à côté. Je suis vieille et je suis fatiguée, et j'ai porté ce poids suffisamment longtemps. Tu vas bientôt être mère, Camille. Tu comprendras vite qu'une femme peut tout faire pour protéger son enfant, même de sa propre famille. J'ai relu cette dernière phrase 3 fois. Mathieu a levé les yeux du canapé et m'a demandé si ça allait.
J'ai dit oui. C'était faux. Le dossier tremblait légèrement entre mes mains. J'ai reconnu l'écriture de Madeleine dans les marges, ses lettres serrées, appliquées, comme si chaque mot lui avait coûté quelque chose. Quand le moment viendra, tu sauras quoi faire. Fais-toi confiance. Tu as toujours été la forte. Ils ne l'ont jamais vue. J'ai posé la lettre. J'ai gardé les pommes à plat sur mes genoux pour qu'elles arrêtent de trembler. Mathieu a levé les yeux de son manuel et m'a demandé ce qu'elle disait. Je lui ai tout expliqué. Il a fermé le livre sans un mot. Le lendemain matin, je suis retournée à Chartres, directement au grenier cette fois. Le coffre en cèdre était là sous la charpente, le couvercle couvert de poussière, avec cette odeur de naphtaline et de temps arrêté. Sous des chutes de tissu à patchwork et un drapeau tricolore plié soigneusement, celui de mon grand-père, il y avait une chemise cartonnée retenue par un élastique. Je me suis assise par terre sur les planches et j'ai ouvert le dossier. Le premier document était un rapport d'incident scolaire daté de mars 1995. Élodie Beaumont, 8 ans, avait frappé une camarade prénommée Aurélie Petit pendant le cours de dessin, après qu'Aurélie avait remporté le premier prix du concours d'art du printemps. La note de l'enseignante était précise. Élodie avait donné un coup de poing dans le ventre d'Aurélie. Élodie avait dit au conseiller qu'Aurélie avait trébuché. Bernard et Monique l'avaient retirée de l'école la semaine suivante et inscrite à l'école primaire Saint-Exupéry. Aucun dossier disciplinaire transféré, aucune trace. Ensuite, un reçu médical du Centre hospitalier régional de Chartres, daté de juillet 2003. Patiente, Émilie Chabert, 10 ans, ma cousine au 2e degré. Diagnostic, fracture du poignet, cohérente avec une chute. Une note manuscrite de Madeleine était agrafée au reçu. Élodie a poussé Émilie dans les escaliers de la terrasse arrière. Monique a dit au médecin qu'elle avait glissé en jouant. J'étais là, je l'ai vue. J'ai dû relire cette phrase 2 fois. Enfin, une lettre de Madame Geneviève Marchand, notre ancienne voisine, écrite à Madeleine en 2008. Je sais que c'est votre petite fille, Madeleine, mais j'ai observé cette fille depuis ma fenêtre de cuisine en train de pincer le chat des Keller jusqu'au sang. Cet enfant a quelque chose d'anormal en elle, et personne dans votre famille ne fait rien. J'ai prié, et j'ai senti que je devais vous le dire. 30 ans. 3 décennies d'incidents, chacun documenté par une grand-mère qui voyait ce que personne d'autre ne voulait regarder en face. Mes parents avaient regardé ça pendant 30 ans. Je suis restée assise sur ce plancher de grenier jusqu'à ne plus sentir mes jambes. Puis j'ai pris le dossier et je suis rentrée à la maison. J'ai tout étalé sur la table de cuisine comme un dossier médical. Mathieu a tiré une chaise à côté de moi et on a reconstruit la chronologie ensemble de la façon dont il planifie une séquence opérationnelle. 1995. Élodie, 8 ans, frappe une camarade de classe. Les parents la retirent de l'école, aucune conséquence. 2003. Élodie, 16 ans, pousse sa cousine Émilie dans les escaliers du perron. Poignet cassé. Les parents disent à l'hôpital qu'elle a glissé. Aucune conséquence. 2008. Élodie, 21 ans, blesse le chat des voisins. Madame Geneviève Marchand écrit à Madeleine. Personne ne dit rien à Élodie. Aucune conséquence. 2019. Élodie, 32 ans, attrape et laisse des bleus à Théo, 4 ans, lors du dîner de famille d'automne. Les parents versent 5 000 € à Sandrine et Sébastien. Aucune conséquence. 2025. Élodie, 37 ans, gifle Lucie à 6 mois lors du dîner de Noël. Les parents me disent que je surréagis. Le schéma était impossible à nier. Chaque incident plus grave que le précédent. Chaque victime plus jeune. Et à chaque fois, mes parents avaient fermé les rangs, sorti le chéquier et tourné la page. Elle s'intensifie, a dit Mathieu. Pas avec colère, avec le calme de quelqu'un qui énonce un constat tactique. Et il l'y encourage. J'ai repris la note manuscrite de Madeleine sur Émilie. Les mots en bas de page m'ont arrêté net. J'ai entendu Élodie dire à Émilie, juste avant de la pousser, « Tais-toi ou je recommence. » Tais-toi. La même injonction, la même impulsion. 17 ans avant le dîner de Noël, Élodie avait dit exactement la même chose à une enfant qui la dérangeait. Les mots n'avaient pas évolué parce que la personne derrière eux non plus. J'ai appelé Sandrine. Je lui ai demandé si elle accepterait de témoigner publiquement si ça en arrivait là. La ligne est restée silencieuse un moment. Puis,
Elle a dit qu'elle attendait depuis 5 ans que quelqu'un lui pose cette question. La semaine suivante, Élodie a publié une nouvelle vidéo, 7 minutes cette fois, filmée dans son appartement bordelais qu'elle avait transformé en petit coin lecture de magazine. Une couverture drapée sur un fauteuil, une tasse de thé qu'elle n'a pas touchée une seule fois. Une musique de piano douce en fond. « Ma sœur essaie de détruire ma carrière à cause d'un malentendu de Noël », a-t-elle dit en tamponnant son œil avec un mouchoir parfaitement positionné dans le cadre. Elle est jalouse. Elle a toujours été jalouse. Pendant que je construisais quelque chose de fort, elle a choisi une autre voie. Et je l'ai respectée. Mais ça, aller dans mon dos, parler aux membres de la famille, déterrer de vieilles histoires. Ce n'est pas pour protéger son bébé, c'est pour me détruire. Ses abonnés se sont mobilisés. En 72 heures, de faux avis 1 étoile ont commencé à apparaître sur la page Google de l'hôpital militaire Percy. Infirmière désagréable, attitude déplorable, je ne lui confierai jamais mon enfant. J'ai tout signalé à l'administration. Ma supérieure, la commandante Lefebvre, m'a prise à part. Elle m'a demandé si j'étais en sécurité chez moi, si c'était une situation familiale difficile. J'ai expliqué. Elle a écouté sans m'interrompre, a tout documenté pour les RH et m'a dit de garder la tête basse pour l'instant. Puis Isabelle a envoyé une mise en demeure à notre adresse personnelle. Mathieu l'a lue à table, a secoué la tête et l'a posée de côté. Il a dit qu'il n'y avait aucune base légale, que je n'avais rien dit publiquement. Il avait raison, pas encore. Mathieu a contacté le capitaine Renaud, un officier de justice militaire à la base militaire de Mourmelon, avec qui il avait servi lors d'une rotation précédente. Renaud a écouté, puis nous a orientés. Il a précisé que c'était du ressort civil, mais qu'il connaissait quelqu'un de très compétent en diffamation et droit de la famille. La personne s'appelait Valérie Dupuis. Son cabinet se trouvait dans le centre d'Orléans, au-dessus d'une boulangerie. Des diplômes encadrés sur les murs, un bureau tellement rangé qu'il ressemblait à un poste de commandement, Valérie Dupuis a tout passé en revue. La chronologie, la mise en demeure, les vidéos d'Élodie, les faux avis, les messages d'inconnus. Elle a dit que les déclarations publiques de ma sœur contenaient plusieurs affirmations factuellement fausses. Qu'elle avait prétendu que Mathieu l'avait physiquement menacée, ce qui était faux. Qu'elle avait dit que je lui avais interdit de venir à Noël, alors qu'elle était invitée et que c'est moi qui avais fait la table. Qu'elle avait présenté une gifle comme un geste maladroit de ma part avec le bébé. Valérie a conclu que c'était diffamatoire si nous voulions aller jusqu'au bout. J'ai dit que je ne voulais pas d'argent. Je voulais que la vérité soit établie quelque part, noir sur blanc. Valérie a hoché la tête et elle a dit de ne rien publier, ne pas répondre aux vidéos, à l'attaché de presse, aux trolls. Documenter tout, capture d'écran, messages, dates. Et si Élodie escaladait, ce que Valérie semblait tenir pour certain, nous aurions des options. J'ai demandé lesquelles. Elle a mentionné un tribunal comme possibilité. Puis elle a ajouté qu'il y avait peut-être d'autres voies. Une journaliste de France 3 Régions qui travaillait sur la responsabilité des influenceurs. Elle s'appelait Nathalie Ferrand. J'ai retenu ce nom, comme je retiens une tension artérielle inquiétante, ancrée, disponible, prêt. Mathieu a conduit en silence sur le chemin du retour. Lucie dormait dans son siège, le poing serré autour d'un lapin en peluche. Il a dit que ce n'était pas de la vengeance, que c'était de la responsabilité. J'ai voulu le croire. J'y croyais, presque. Il était 23 heures, un jeudi. Lucie dormait depuis 2 heures. Je pliais du linge sur le canapé quand mon téléphone a vibré. Le prénom de ma mère sur l'écran. J'ai failli ne pas décrocher. Et puis j'ai répondu. Sa voix était différente. L'autorité répétée, construite sur des années de silence choisi, avait disparu. Ce qui restait ressemblait à une femme, debout, au bord de quelque chose qu'elle avait évité pendant 30 ans. Elle a dit qu'elle savait qu'Élodie avait des problèmes. Les mots sortaient comme si elle les tirait un à un d'un tiroir fermé à clé depuis longtemps. Elle a dit qu'elle avait toujours su. Elle a dit que quand Élodie avait 8 ans et avait frappé cette fille à l'école, elle était assise dans le bureau de la directrice et elle savait. Elle regardait sa fille et elle savait que quelque chose n'allait pas. Mais c'était la sienne, Camille. Qu'est-ce qu'elle était censée faire ? C'était son bébé. J'ai posé le linge. C'était la chose la plus proche de la vérité que ma mère ait jamais dite de toute ma vie. Je l'entendais pleurer. Pas comme Élodie pleurait devant une caméra, vraiment pleurer. Le genre de pleurs qui sonnent mal, qui sont laids. J'ai dit qu'elle avait 37 ans, maman. Et elle a frappé ma fille. Elle a répondu qu'elle le savait. Et qu'elle savait ce que grand-mère avait gardé. Elle savait pour le dossier. J'ai demandé si elle était au courant du dossier. Madeleine lui avait dit avant de mourir. Elle lui avait dit qu'elle le laisserait pour moi parce que j'étais la seule assez forte pour en faire quelque chose.
Et elle ne m'avait pas prévenue. Elle ne pensait pas que j'aurais dû savoir avant d'inviter Élodie à tenir ma fille dans ses bras. Silence. Puis elle a dit que si je rendais tout ça public, Élodie perdrait tout, ses partenariats, ses revenus, et que mes parents avaient besoin de cet argent. L'hypothèque. Élodie payait 2200 € par mois. Sans ça, il perdait la maison. Voilà. Je lui ai demandé si elle me demandait de protéger la personne qui avait frappé ma fille pour qu'elle continue à payer leur hypothèque. Elle a dit qu'elle me demandait de penser à toute la famille. J'ai répondu que je pensais à toute la famille, en commençant par Lucie. Elle a raccroché. Élodie avait 2 millions de personnes qui croyaient sa version. Moi, j'avais un dossier laissé par ma grand-mère morte et la vérité. Le lundi suivant, Élodie a annoncé son prochain mouvement sur Instagram. Une publication avec des lettres roses sur fond crème. Retour en famille, diffusion en direct ce vendredi à 20h. J'en ai fini avec le silence. Il est temps de partager ma vérité. Elle en a fait la promotion pendant 3 jours d'affilée. Des reels, des stories, un compte à rebours. Jeudi soir, 50 000 personnes avaient cliqué sur rappel automatique. C'est là qu'Isabelle Moreau m'a envoyé ce qu'elle a appelé une mise en garde de courtoisie par courriel. Élodie partagera son point de vue lors de la diffusion de vendredi. Compte tenu de la sensibilité de la situation, nous vous conseillons vivement de vous abstenir de regarder ou d'interagir. Tout commentaire public de votre part pendant la diffusion pourrait être considéré comme une ingérence et pourrait avoir des implications juridiques. J'ai montré ça à Mathieu. Il a lu une fois, a posé le téléphone sur le comptoir. Il a dit qu'elle allait ancrer sa version dans l'esprit de 50 000 personnes. J'ai répondu que j'avais 30 ans de documentation qui disait le contraire. Il avait raison. Mais je n'allais pas m'inviter dans le live d'Élodie. C'était son terrain, sa lumière, son décor. Tout ce que j'aurais dit là-bas aurait été cadré comme la sœur jalouse qui crée le chaos. Il me fallait une autre plateforme, une qu'elle ne pouvait pas contrôler. J'ai pris mon téléphone et passé 3 appels. Sandrine, tante Martine, Claire Marchand, la fille de Geneviève, 35 ans aujourd'hui. J'ai posé la même question à chacune. Est-ce que tu es prête à dire la vérité devant une caméra, officiellement? J'ai tout étalé sur la table de la salle à manger, comme si je préparais un protocole d'urgence. Le rapport d'incident scolaire de 1995, les notes manuscrites de Madeleine, le reçu du centre hospitalier régional de Chartres de 2003, la lettre Marchand de 2008, le témoignage de Sandrine sur le dîner de famille d'automne 2019 avec des photos qu'elle avait gardées des bleus de Théo, des empreintes de doigts violettes et jaunes sur le bras d'un enfant de 4 ans, qu'elle avait photographié le lendemain parce que son instinct de mère lui avait dit qu'elle pourrait en avoir besoin un jour. Des captures d'écran de chaque vidéo qu'Élodie avait publiée depuis Noël, la mise en demeure d'Isabelle Moreau, les messages menaçants d'inconnus, les faux avis médicaux. Mathieu a aidé à tout organiser chronologiquement. Il avait déjà fait ça, constituer des dossiers de preuves pour des enquêtes dans son unité. Méthodique, onglé par couleur, copie imprimée, sauvegarde numérique sur une clé USB. Sandrine a accepté de faire un entretien enregistré. Elle était nerveuse, mais stable. Théo dort encore avec la lumière allumée. Elle me l'a dit au téléphone. Il a 9 ans. Il devrait être passé par là depuis longtemps. Tante Martine a dit la même chose. J'aurais dû parler il y a 5 ans. Je vous dois ça. Claire Marchand aussi. Sa mère Geneviève était morte en 2020, mais Claire avait conservé la lettre originale et se souvenait que sa mère lui avait parlé d'Élodie, qu'elle observait depuis la fenêtre de sa cuisine. Ma mère a toujours dit que quelqu'un devrait faire quelque chose. Je crois que c'est finalement le moment. Je n'ai pas fait de vidéo, pas de post sur les réseaux. J'ai compilé une chronologie factuelle et documentée, des dates, des preuves, des noms de témoins, comme un dossier médical. Précis, clinique, inattaquable. J'ai répété devant le miroir de la salle de bain. Pas les mots, je connaissais les faits. Ce que je répétais, c'était le ton. Posé, égal, maîtrisé. La façon dont je transmets un cas critique au médecin de garde, sans larmes, sans voix qui tremble. Juste des informations qui devaient être entendues. Vendredi soir, 20h. Mathieu et moi étions sur le canapé, l'ordinateur ouvert devant nous. Lucie dormait dans sa chambre. Élodie est passée en direct. La mise en scène était impeccable. Lumière chaude, une bibliothèque derrière elle, rangée par couleur, chemisier crème, boucles d'oreilles dorées, cheveux en vagues souples. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle avait passé sa vie entière à paraître, une femme blessée. « Bonjour à tous », dit-elle, la voix mesurée, les yeux brillants. « Merci d'être là. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vu des choses en ligne sur ma famille. Je vous dois la vérité. » Le compteur de spectateurs montait, 40 000.
50. 62 000 personnes regardaient Élodie raconter sa vérité. Ma sœur Camille et moi avons eu un désaccord à Noël. J'ai voulu prendre sa fille dans les bras, ma nièce, et elle a réagi de manière excessive. Son mari, officier militaire, m'a intimidée physiquement et m'a forcée à partir. Elle a marqué une pause pour tamponner ses yeux. Depuis, ma sœur agit dans mon dos. Elle a contacté des membres de la famille avec qui je n'ai plus de lien. Elle ressortait des histoires vieilles de plusieurs décennies, des choses réglées en privé depuis longtemps, pour me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Les commentaires s'accumulaient. Des cœurs, des mains jointes, des poings levés. Tiens bon, Élodie. Les familles toxiques, c'est le pire. Ta sœur est jalouse de ta réussite, c'est évident. Elle a dit, avec cette précision chirurgicale qui m'a coupé le souffle, qu'elle avait construit quelque chose par elle-même pendant que moi, je faisais des nuits à l'hôpital. Une phrase, courte, calculée pour effacer des années de travail en quelques mots. Et elle a conclu en disant qu'elle voulait juste retrouver sa famille, que c'était tout ce qu'elle avait toujours voulu. Le stream s'est arrêté sous une pluie d'émojis. 62 000 personnes venaient d'avaler une version des faits presque entièrement inventée. J'ai fermé l'ordinateur. Mathieu m'a regardé. Maintenant, il a demandé. Maintenant, j'ai répondu. Le lundi matin, j'ai appelé Nathalie Ferrand. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Nathalie était journaliste senior à France 3 Région à Lyon. Et depuis 1 an, elle pilotait une série intitulée « Derrière la marque », des enquêtes sur la culture des influenceurs, la responsabilité des marques et le débat juridique grandissant autour des droits des enfants dans les contenus familiaux. Valérie Dupuis avait eu raison, c'était la bonne personne. Je lui ai résumé l'essentiel. Elle a écouté sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai terminé, elle a dit qu'elle devait être franche avec moi. On ne fait pas de règlement de compte, on ne prend pas parti. Mais si vous avez des documents et des témoins prêts à parler officiellement, on peut rapporter les faits et laisser le public se faire son opinion. J'ai 30 ans de documents, j'ai répondu, et 3 témoins. Envoyez-moi tout. Il me faut 1 semaine pour vérifier. J'ai envoyé le dossier, les copies scannées, la chronologie que Mathieu et moi avions reconstituée, les coordonnées de Sandrine, de Martine, de Claire. 2 jours plus tard, le producteur de Nathalie m'a rappelé. Il a dit qu'ils avaient confirmé les dossiers de transfert scolaire. Que le reçu du Centre hospitalier régional de Chartres correspondait à leurs archives. Qu'ils avaient contacté les 3 témoins séparément. Que leur version était cohérente entre elles. Il a marqué une pause. Il a ajouté que Nathalie voulait me recevoir en studio le jeudi suivant. Madame Rousseau, a-t-il dit, c'est plus grand qu'un seul réveillon de Noël. Je le savais. Je le savais depuis le soir où j'étais assise sur le plancher du grenier, à lire l'histoire d'une fille qui avait frappé une camarade à 8 ans et qui, à 37 ans, giflait un bébé, pendant que 2 parents regardaient ailleurs et signaient des chèques pour faire taire les problèmes. Nathalie a programmé le reportage pour le jeudi suivant. J'ai demandé ce que je devais mettre. « Ce avec quoi vous êtes à l'aise », a-t-il répondu. J'ai choisi ma tenue de travail, mes blouses d'infirmière. Pas pour attendrir qui que ce soit. Parce que c'était la chose la plus vraie que je possédais. Ces blouses, je les avais gagnées. Personne ne me les avait données. Personne ne pouvait me les retirer. Avant la diffusion, je suis allée à Orléans. Chez mes parents. Pas pour voir ma mère. Pour voir mon père. Bernard était dans son atelier de menuiserie derrière la maison. L'endroit où il se réfugiait depuis 30 ans chaque fois que la famille avait besoin de lui. La radio jouait de vieilles chansons. Il ponçait un rocking chair qu'il fabriquait depuis la naissance de Lucie, sans jamais le terminer. De la sueur sur sa chemise en flanelle. Un café qui refroidissait sur l'établi. « Tu parles à des journalistes ?» a-t-il dit sans lever les yeux. « Je parle à tous ceux qui veulent bien écouter, papa, parce que personne dans cette famille ne l'a jamais fait. » Il a continué à poncer, le geste régulier, comme s'il pouvait effacer la conversation à force de va-et-vient. « Tu vas détruire cette famille, Camille. Elle n'a jamais vraiment tenu ensemble. Tu faisais semblant en restant ici pendant qu'Élodie blessait les gens. » Ses mains se sont arrêtées. Le papier de verre s'est immobilisé. Il l'a posé lentement sur l'établi, comme on pose quelque chose de lourd. « Je ne savais pas que c'était aussi grave, » a-t-il murmuré. « Tu ne voulais pas savoir. C'est différent. » Il m'a regardé pour la première fois depuis que j'étais entrée.
Ses yeux étaient brillants, pas de tristesse, d'autre chose. Le regard d'un homme qui comprend que les murs qu'il a construits pour rester à l'abri l'ont aussi empêché de voir les dégâts. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse » a-t-il demandé. « J'aurais voulu que tu te lèves de table ce soir-là, papa. Je voulais que ce soit toi qui dises « pars ». Mais tu n'as rien dit. Et je ne peux pas revenir en arrière pour effacer ça à ta place. Je me suis retournée et j'ai traversé la Sûre. Il n'a pas bougé. Le rocking chair inachevé est resté derrière moi. Je ne sais pas s'il l'a jamais terminé. Le reportage de Nathalie est passé un jeudi au journal de 18h, France 3 Région. Le titre affiché à l'écran derrière le filtre, Le secret de 30 ans d'une famille. Le sujet s'ouvrait sur Nathalie, devant le centre hospitalier régional de Chartres, puis enchaîné sur les interviews. Sandrine est passée en premier. Elle était dans son salon à Nantes, Théo visible en arrière-plan, en train de faire ses devoirs. Elle a raconté le dîner de famille d'automne 2019, la saisie au bras, les bleus, l'argent. Sa voix a craqué une fois et elle l'a laissé craquer. Elle ne jouait pas la douleur, elle l'a déclarée. La tante Martine a suivi. Depuis sa cuisine à Lyon, les mains posées à plat sur la table. Elle a décrit la conversation qu'elle avait eue avec ma mère, les supplications, les justifications, puis le silence qui avait suivi. Elle a dit qu'elle avait gardé ce secret pendant 5 ans, que ça lui avait coûté le sommeil et que ça lui avait coûté sa conscience. Claire Marchand est apparue en appel vidéo depuis la Normandie. Elle tenait la lettre originale de sa mère. Nathalie a fait un zoom sur l'écriture. Claire a dit que sa mère voyait ce qui se passait, qu'elle l'avait confié à la seule personne qui pouvait écouter et que cette personne avait gardé la preuve jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de s'en servir. Puis c'était mon tour. J'étais assise dans un fauteuil au studio, en tenue de travail, mon badge accroché à la poche. Nathalie m'a demandé ce qui s'était passé ce réveillon de Noël. J'ai répondu, sans fioriture, sans larmes. Les faits. Ma sœur a frappé ma fille de 6 mois lors du dîner de Noël. Mes parents m'ont dit que je réagissais de manière excessive. Ma grand-mère avait essayé de nous avertir pendant 30 ans. Je suis partie chercher la vérité et je l'ai trouvée. Nathalie a présenté les documents à l'écran. Le rapport scolaire, le reçu médical, la lettre marchand, la frise chronologique. Tout vérifié, sourcé, affiché, sans commentaire. Le sujet a duré 11 minutes. À minuit, il avait 200 000 vues en ligne. À partir de là, les choses ont commencé à s'enchaîner d'elles-mêmes. Les gens ont fait le lien avec le live stream sur la guérison familiale qu'Élodie avait diffusé quelques semaines plus tôt. Les commentaires sous son ancienne vidéo ont changé de ton. Pas progressivement, brutalement. Le vendredi matin, 2 de ses sponsors principaux, une marque de cuisine et une enseigne de vêtements de sport chic, ont annoncé la suspension de leur partenariat moins de 48 heures après la diffusion du sujet. Leur communiqué était du copier-coller corporate. Nous prenons au sérieux toute allégation impliquant la sécurité d'un enfant et avons mis en pause notre collaboration. Un troisième sponsor, une box de repas à domicile, a simplement supprimé tous les contenus d'Élodie de son site sans rien dire. Son nombre d'abonnés, qui atteignait 2 300 000 la semaine du réveillon, avait chuté de 70 000 en une seule journée. La section commentaires sous son dernier livestream était devenue un champ de bataille. La moitié de son audience la défendait. L'autre moitié exigeait des réponses. « Pourquoi tu ne parles pas du reportage ? La photo de l'hématome est réelle ou pas ? Si ta grand-mère l'a documentée pendant des années, comment c'est possible que ce soit des mensonges ?» Élodie a répondu comme elle répondait toujours quand elle était sous pression. Elle a annoncé un nouveau livestream. « Ce soir, 21h, je réponds à chaque mensonge propagé par ma sœur et les médias. Je ne fuis pas, je ne me cache pas, je me bats pour ma vérité. » Isabelle m'a envoyé un message. « Tu viens de faire une erreur terrible. Élodie va te démolir ce soir. Tu aurais dû accepter l'accord. » J'ai lu. J'ai posé mon téléphone face contre le plan de travail. Mathieu est entré depuis le garage. Elle repasse en direct ce soir ? Je sais, tu n'es pas inquiète. J'ai pris le temps d'y réfléchir, vraiment. Est-ce que j'étais inquiète ? Elle repasse en direct parce qu'elle ne supporte pas de ne pas contrôler le récit. Ce que j'ai dit ensuite, je le pensais vraiment. 140 000 personnes vont la regarder avec un regard différent maintenant. Ils ont vu les documents, ils ont entendu les témoins. Elle peut pleurer autant qu'elle veut. Les larmes ne changent pas un dossier scolaire de 1995. Mathieu a acquiescé. On a couché Lucie, puis on a attendu. 140 000 spectateurs. Le chiffre pulsait dans le coin de l'écran comme un battement de cœur. Le décor avait changé.
La bibliothèque avait disparu. Élodie était assise à une table simple, elle visait sans doute une image sérieuse, solide. Mais son fond était nu et son maquillage légèrement asymétrique. Ses mains ne tenaient pas en place. Elle tripotait son anneau lumineux, plus fort, moins fort, comme si la bonne lumière pouvait effacer ce qui s'était passé. Elle a commencé à parler d'une voix plus aiguë qu'à l'habitude. Tout ce que ma sœur a diffusé, les soi-disant documents, les interviews, c'est une attaque coordonnée. Sa voix était tendue, presque cassée. Ma grand-mère avait de la démence. Ces notes qu'elle gardait, c'étaient les divagations d'une vieille femme confuse. Et les gens que ma sœur a trouvés, ils ont tous été payés ou forcés. Dans les commentaires, les cœurs bleus de ses fidèles côtoyaient maintenant des captures d'écran du reportage de France 3 Régions. Lien après lien. Quelqu'un avait écrit « Si ta grand-mère avait de la démence, comment tu expliques les dossiers scolaires vérifiés ?» Le centre hospitalier régional de Chartres a confirmé le reçu médical, Élodie. C'est un document officiel, pas une note griffonnée. Elle a lu. Sa mâchoire s'est contractée. Elle a pris une gorgée d'eau et sa main a tremblé assez fort pour qu'elle repose le verre avec un bruit sec. Et là, quelque chose a glissé dans son regard. « Très bien », a-t-elle lâché. « Parlons de Camille alors, ma parfaite petite sœur Camille, qui a épousé son petit ami militaire et qui croit que ça la rend meilleure que tout le monde. » Le mot « parfaite » est sorti comme une insulte, amère, sarcastique. Et en cet instant précis, le masque a glissé, pas entièrement, mais assez pour que 140 000 personnes voient quelque chose sous la surface soignée qui ne correspondait plus du tout à la femme qui avait si bien pleuré dans sa première vidéo. Ce n'était plus de la tristesse dans ses yeux, c'était de la rage. Camille a toujours été la chante du lot, a-t-elle craché en se penchant vers la caméra. Celle qui épouse un militaire et passe ses journées à torcher des gamins malades. Elle est jalouse, elle l'a toujours été. Jalouse de ce que j'ai construit. Et maintenant, elle utilise notre grand-mère morte, une femme qui d'ailleurs ne m'a jamais aimée, pour détruire tout ce que j'ai construit. Elle a renversé son anneau lumineux. Il a heurté le bureau avec fracas et a glissé sur le sol, projetant des ombres dures vers le haut. Elle ne l'a pas ramassé. Et ces gens dans les médias, ils ont été dédommagés ? Mes parents ont aidé cette famille parce qu'elle était dans le besoin, pas parce que j'avais blessé qui que ce soit. Ce gamin a trébuché. Il a trébuché sur le chien et il est tombé. Et d'une façon ou d'une autre, ça devient de la maltraitance ? Parce que ma sœur a besoin d'une histoire ? Sa voix montait. La modulation soignée du premier live avait disparu. Ce qui restait était brut, sans filtre, désespéré. Et si ma sœur croit qu'elle peut me traîner dans la boue parce qu'elle a épousé un capitaine qui se croit le droit de jeter les gens de chez eux, elle se trompe lourdement. J'ai construit ça. 2 millions de personnes m'ont choisi. Elle s'est arrêtée, a regardé la caméra. 140 000 personnes la regardaient en retour. Sa poitrine se soulevait, ses mains serraient le bord du bureau. Et puis elle l'a dit, ces mots. Ce qu'aucun montage, aucune explication, aucune gestion de crise ne pourrait jamais effacer. Est-ce que quelqu'un peut juste les faire taire tous ? Les mêmes mots, le même schéma, la même exigence de silence qui avait tout déclenché. Sauf que cette fois, ce n'était plus dirigé vers un bébé. C'était dirigé vers tous ceux qui avaient jamais remis en question quoi que ce soit. Et 140 000 personnes l'ont entendu en direct. La section commentaires est devenue le tribunal qu'Élodie n'avait jamais voulu affronter. Elle vient littéralement de prouver que sa sœur a raison. Attends. Les faire taire. C'est exactement ce qu'elle a dit pour le bébé. 3 décennies de ça et les parents ont juste regardé. Élodie, arrête de parler. Maintenant. Quelqu'un capture ça avant qu'elle supprime. Ils ont capturé, ils ont enregistré l'écran. Ils ont partagé sur toutes les plateformes avant qu'Élodie ait pu réaliser ce qui venait de se passer. Elle a vu les commentaires basculer, les a lus à voix haute par accident. Ses yeux glissaient sur l'écran et ses lèvres bougeaient comme quand on lit quelque chose d'incroyable. « Tu ne sais rien », a-t-elle crié vers la caméra. « Vous ne savez pas ce que c'est d'avoir une famille qui ne vous soutient pas. De construire quelque chose à partir de rien pendant que ta sœur obtient un mari, une maison, un bébé et que tout le monde la prend pour la bonne. » Depuis hors champ, une voix s'est fait entendre. Isabelle, tranchante et pressante. « Élodie, arrête le direct, maintenant. » Élodie a refusé et a pointé la caméra. « Ils doivent entendre ma version. C'est moi la victime ici. Je l'ai toujours été. » Le compteur de spectateurs restait bloqué à 138 000. Personne ne partait. Ils regardaient une femme se défaire en temps réel. Les sponsors qui ne l'avaient pas encore abandonnée étaient tagués dans les commentaires par centaines. Les compilations de clips étaient déjà en train d'être montées. La femme qui avait construit tout un empire sur l'image de la chaleur, de la famille, d'une vie bénie,
montrer au monde exactement ce qu'il y avait sous cette façade. Et le monde regardait avec une attention absolue. L'anneau lumineux gisait sur le côté par terre. L'éclairage parfait avait disparu. Il ne restait qu'Élodie, le visage rouge et les mains tremblantes, en train de se battre contre une section de commentaires qui avait cessé de la croire. Je ne regardais pas quand Élodie s'est effondrée. Mathieu avait fermé l'ordinateur après les 10 premières minutes. « Tu n'as pas besoin de voir ça », il m'a dit. Il avait raison. Il m'a montré les clips plus tard. J'ai hoché la tête. C'était exactement ce que j'avais anticipé et ça ne m'a procuré aucun plaisir. Je n'ai pas fêté ça. On ne fête pas l'effondrement d'un bâtiment, même si le bâtiment était pourri de l'intérieur. Le lendemain matin, j'ai rédigé une déclaration. Pas une vidéo, pas un direct, pas un post façonné par une attachée de presse sous un anneau lumineux. Je l'ai écrit sur ma page Facebook personnelle, en privé, à peine 200 personnes. Et je l'ai rédigé comme je rédige un rapport de patient. Je m'appelle Camille Rousseau, je suis infirmière aux urgences pédiatriques à l'hôpital militaire Percy. Ma sœur a frappé ma fille de 6 mois lors du dîner de Noël. Mes parents ont dit que je réagissais de façon excessive. Ma grand-mère avait passé 30 ans à documenter quelque chose que notre famille refusait de regarder en face. Je ne voulais pas de vengeance. Je ne voulais pas d'abonnés. Je voulais juste que ma fille grandisse dans une famille où faire du mal à un enfant a des conséquences. C'est tout. Quelqu'un a fait une capture d'écran. Quelqu'un l'a partagé. Au matin, le post avait été republié 40 000 fois. Le contraste était suffisamment clair pour que n'importe qui le lise. Élodie, avec son anneau lumineux, ses larmes et sa fureur. Moi, 23 lignes de texte brut. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Mon père, premier appel depuis des semaines. Il a dit qu'il avait regardé le direct. Sa voix était rauque. Il a dit qu'il avait vu ce qu'elle avait fait. J'ai demandé « Et alors ?» Il a répondu qu'il aurait dû m'écouter. Qu'il aurait dû faire quelque chose depuis longtemps. Je lui ai dit qu'effectivement, il aurait dû, mais qu'il ne l'avait pas fait, et que je ne pouvais plus réparer ça à sa place. Le lendemain matin, mes parents se sont garés devant chez nous sans prévenir. Mathieu a ouvert la porte. Je me suis avancée derrière lui. J'ai regardé ma mère, j'ai regardé mon père. Partez, maintenant. Les conséquences sont arrivées comme des résultats d'analyse, une par une, cliniques, irréversibles. En moins d'une semaine, Élodie a perdu 14 partenaires commerciaux. Ses revenus mensuels sont passés de 35 000 € à presque zéro. La marque de vêtements de sport chic a publié un communiqué. La société d'ustensiles de cuisine l'a discrètement retiré de sa page ambassadrice. Le service de livraison de repas a résilié son contrat. Son nombre d'abonnés a chuté de 400 000. Le direct sur la guérison familiale et sa suite ont été supprimés de son profil. Ça n'a rien changé. Les extraits vivaient partout, dans les vidéos de réaction, les chaînes de commentaires, les agrégateurs d'actualité. On ne supprime pas quelque chose que 140 000 personnes ont regardé en temps réel. Isabelle Moreau a officiellement pris ses distances avec Élodie. Sa déclaration tenait en une phrase. Elle lui souhaitait bonne continuation dans ses projets futurs. Le langage de la rupture professionnelle propre. Et puis, un avocat, représentant l'ex-mari d'Élodie, a contacté France 3 Régions pour obtenir des copies du reportage. Il en avait besoin pour une évaluation de garde en cours. Il avait vu l'historique documenté. Il avait des questions sur l'aptitude d'Élodie à s'occuper d'enfants. Et là, l'histoire de Sandrine et Sébastien a enfin été crue. Pas par mes parents, ils n'avaient toujours pas appelé, mais par le reste de la famille. Tante Martine a téléphoné à Sandrine personnellement pour s'excuser de 5 ans de silence. « Tu n'aurais pas dû attendre aussi longtemps », lui a-t-elle dit. « J'ai bloqué le numéro d'Élodie. J'ai changé les serrures, pas parce que j'avais peur, mais parce que j'en avais fini. Il y a une différence entre clore quelque chose et fuir. Fuir, c'est la peur. Clore, c'est la décision. Moi, je fermais une porte. » L'hypothèque de mes parents, 2 200 € par mois, qu'Élodie payait jusque-là, c'était désormais leur problème. Je n'en éprouvais aucune culpabilité. Ils avaient fait leur choix. Ils avaient investi dans la mauvaise fille. Le réveillon du Nouvel An. Lucie s'est endormie à 21h, ce qui tenait du miracle. Mathieu et moi sommes restés sur le perron dans des chaises pliantes, le genre que toutes les familles militaires possèdent parce que les vrais meubles survivent rarement à une mutation militaire. La rue de la Base était silencieuse. Quelques maisons avaient encore leurs guirlandes de Noël. L'air était vif, froid, avec ce quelque chose de propre qu'on sent en Bourgogne la nuit. « J'attends encore de me sentir coupable », j'ai dit. Mathieu m'a regardé. « Tu te sens coupable ?» ?»« Non, je me sens plus légère, comme si j'avais porté les meubles de quelqu'un d'autre pendant des années et que je venais enfin de les poser. »
Il n'a rien dit pendant un moment. Le silence de Mathieu n'avait rien à voir avec celui de mon père. Mon père se taisait pour cacher quelque chose. Mathieu se taisait pour s'assurer que ce qu'il allait dire en valait la peine. « Tu as fait ce qu'il fallait faire, il a dit. Je sais. C'est juste étrange que la bonne décision m'ait coûté toute ma famille. Elle ne t'a pas coûté ta famille, elle t'a coûté les gens qui ont choisi une marque plutôt qu'un bébé. » Mon téléphone a vibré. Martine. « Bonne année, ma chérie. Je suis fière de toi. Madeleine le serait aussi. » Puis un message de Sandrine. Théo a demandé s'il pouvait envoyer une carte d'anniversaire à Lucie. Merci pour tout. J'ai relu les 2 messages 2 fois. Ces gens-là n'étaient pas venus avec des anneaux lumineux ni des discours préparés. Ils étaient venus avec la vérité et ça leur avait coûté quelque chose à eux aussi. Je suis rentrée et j'ai vérifié que Lucie dormait. Elle était sur le dos, un bras écarté, le poing fermé, sur rien du tout. Je me suis penchée et je l'ai embrassée sur le front. « Personne ne te touchera », j'ai murmuré. Dehors, un feu d'artifice a éclaté quelque part près de la base. Mathieu est entré et s'est posté à côté de moi devant le lit. On a regardé sa respiration. C'était le meilleur réveillon du nouvel an de ma vie. Juin, le premier anniversaire de Lucie. On a fait ça dans le jardin. Assiette en carton, une tarte aux fraises de la boulangerie, une pâte aux joires que Mathieu avait gonflée 20 minutes avec une pompe à vélo en jurant tout bas. La liste d'invités était courte et réfléchie. Les parents de Mathieu avaient fait la route depuis la Normandie. Sa mère a tenu Lucie pendant 2 heures d'affilée et personne n'avait besoin de poser pour une caméra. La tante Martine avait apporté un carillon éolien fabriqué avec de vieilles cuillères. Sandrine et Sébastien étaient là avec Théo, timide au début, mais qui s'est détendu quand Mathieu lui a laissé essayer son calot militaire. 2 familles du quartier de la base ont débarqué avec des plats mijotés et des briquettes de jus de fruits. Pas d'Élodie, pas de Nathalie, pas de Monique. Monique avait envoyé une carte d'anniversaire. Je l'avais ouverte seule dans la cuisine la veille. Enveloppe rose, carte du commerce avec un ourson dessus. À l'intérieur, l'écriture de ma mère. « Ma petite fille me manque. Je l'ai mise dans un tiroir. Pas à la poubelle. Peut-être un jour. » Mais un jour, ça suppose des comptes rendus d'abord. Et ma mère n'en était pas là. Elle n'avait pas appelé pour s'excuser. Elle n'avait pas reconnu ce qui s'était passé. Lucie lui manquait comme on peut manquer d'un objet, pas d'une personne. Mon père, lui, n'avait pas appelé du tout. Élodie s'était réinventée. Nouveau pseudo, nouvelle esthétique. Elle se présentait maintenant comme coach bien-être, avec 120 000 abonnés, une fraction de ce qu'elle avait eu. Je ne la suivais pas, je ne vérifiais rien, je ne me posais plus de questions. J'avais repris le travail à temps plein. 3 mois après la diffusion du reportage, j'avais été promue infirmière coordinatrice. Mathieu a reçu ses ordres de mutation. On partait pour la base aérienne de Mont-de-Marsan. Nouveau départ, nouvelle ville, un endroit où personne ne nous connaissait comme la famille du reportage sur France 3 Régions. Lucie a fait ses premiers pas la semaine où on a commencé à faire les cartons. Elle a marché droit vers Mathieu. La frontière la plus difficile que j'ai jamais posée, ce n'était pas avec ma sœur. C'était avec la partie de moi qui croyait que préserver la paix et protéger ma famille, c'était la même chose. Pendant 30 ans, mes parents ont traité le silence comme une stratégie et ont appelé ça de l'amour. Ils couvraient, ils payaient, ils regardaient ailleurs. Et à chaque fois, ils apprenaient à Élodie que ses actes n'avaient aucune conséquence. Et ils m'apprenaient à moi que ma douleur ne valait pas le trouble qu'elle aurait causé. J'ai arrêté d'accepter cette leçon le soir du réveillon de Noël, quand l'homme en qui j'avais confiance s'est levé et a dit les 2 seuls mots qui comptaient. Et j'ai compris que j'avais attendu toute ma vie que quelqu'un dans cette pièce les prononce. Pas pour me sauver, pour me rappeler que j'avais le droit de les dire moi-même. C'est toute l'histoire. Un anneau lumineux sur une table de Noël, la lettre d'une grand-mère cachée dans un coffre en cèdre, 2 mots dits avec sincérité, et une mère qui a enfin cessé de s'excuser de protéger son enfant. Si cette histoire t'a touché quelque chose, laisse un commentaire. Je les lis tous, vraiment. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin de l'entendre, partage-la avec lui.